Stalingrad, un peu de vocabulaire pour commencer. Alors on va parler de la ville de Tsaritsyn, qui était l'ancien nom de Stalingrad. Peut-être que vous ne l'aviez pas. Alors point de vue livre aussi, parce que j'aime beaucoup la littérature. Donc on va parler de d'Orgelès, l'auteur français, de Gheorgui, ou je ne sais pas très bien comment ça se prononce, c'est un auteur roumain, donc Gheorghui, qui a écrit La 25e heure. On va parler des Bienveillantes de Jonathan Littell. Et en anglais, c'est The Kindly Ones, s'il a été traduit. Il a reçu le concours il y a quelques années. Alors, on va parler également du Reflux de Wolfgang Parth, P-A-R-T-H. Et, dernière référence pour les livres, ce sera Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn. Pour le reste, il y aura aussi quelques noms russes. On aura Tchouikov, comme on dit en français, qui est un maréchal russe. Et puis on va parler de Zaïtsev, Vassili Zaïtsev, très connu par le film Stalingrad, et Stakhanov, et le stakhanovisme. Voilà. Après, il y a encore un auteur allemand que j'ai oublié, qui s'appelle Fritz Blankenhorn. Blankenhorn. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de la bataille de Stalingrad, qui est un événement tout à fait marquant de la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu récemment un livre à ce sujet, et ce qui m'avait frappé, ce sont deux photos. Tout d'abord, la première, extrêmement connue. On a un char allemand en avant-plan, avec le drapeau à la croix gammée, et des soldats allemands s'avancent dans la brume, 2 ou 3 soldats. Alors la question qui se pose, c'est que va-t-il advenir ? Et puis c'est une autre photo qui a attiré mon regard, ce sont des soldats allemands qui avancent sur une route au milieu de la Russie en 1942, et je me suis rendu compte que ces soldats souriants, c'était des gosses. Ils ont peut-être 17, 18, 19 ans, et ils ont l'air aussi vieux que moi, et ça m'a vraiment choqué. Cette photo qui m'a fait prendre conscience du fait que, à l'époque, à mon âge, on pouvait me jeter sur une route au milieu de la Russie avec un fusil d'assaut, et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Donc le livre dont je vous parlais, c'est le livre Stalingrad de Guido Knopp. C'est un auteur qui a sorti ce livre l'année dernière, je pense. Alors, Stalingrad, qu'est-ce que c'est ? Stalingrad, c'est une ville qui s'appelle maintenant Volgograd. On en a parlé récemment parce qu'il y a eu une tentative, il y a eu même un attentat un peu avant les Jeux Olympiques de Sochi. Et à l'époque tsariste, la ville s'appelait Tsaritsyn. Alors cette ville est située sur la Volga, principalement sur la rive ouest, mais la Volga, bon, c'est pas un fleuve comme la Tamise ou ce genre de choses, non, c'est un fleuve qui peut avoir dont les rives peuvent être écartées de plusieurs kilomètres par endroit, donc c'est un fleuve assez impressionnant. Et la ville compte 1 million d'habitants. Maintenant, on va pouvoir en venir tout doucement au sujet de ma présentation, la bataille. Mais d'abord, il faut commencer par le début, naturellement. En 1939, le 23 août, les Allemands et les Soviétiques ont signé un pacte de non-agression. C'est le ministre von Ribbentrop, dont j'ai été d'ailleurs à l'école avec la petite fille ou arrière-petite fille, Maria von Ribbentrop, et le ministre soviétique Molotov. Ce pacte de non-agression contenait aussi une clause secrète, à savoir le partage de la Pologne par les soviétiques et les Allemands, après l'invasion de la Pologne en 1939. La guerre en Russie, elle, va commencer réellement le 22 juin 1941, avec l'opération Barbarossa, Barberousse. Au début, les Allemands vont entrer dans les défenses soviétiques comme dans du beurre. Ils arrivent aux portes de Moscou, aux portes de Leningrad,
la Saint-Pétersbourg actuelle, mais ils n'arrivent à prendre aucune de ces deux villes. Et ils vont d'ailleurs assiéger ces deux villes pendant une bonne partie de la guerre. Et puis arrive le premier hiver. Là, on est à l'hiver 1941-1942. Hitler avait dû retarder de 6 semaines environ son invasion de l'URSS parce qu'il avait dû venir au secours de Mussolini qui s'était cassé les dents sur l'armée grecque. Puis il a fallu aller sauver Mussolini, on va prendre la Grèce, puis on revient, on peut enfin libérer les troupes pour attaquer l'URSS. Il paraîtrait même que Staline, voyant la date, le jour de l'invasion allemande, a dit « ça y est, ne vous en faites pas, l'hiver aura leur peau ». Et c'est ce qui s'était passé en 1812 avec Napoléon. Parce qu'il a pris Moscou et finalement il a dû battre en retraite de manière assez peu glorieuse. Bon, le premier hiver surprend les Allemands qui ne sont pas assez bien préparés et qui sont obligés de s'arrêter. Puis bon, la situation évolue, l'année 1942 se passe bien et c'est le deuxième hiver, 1942-43, qui sera fatal à l'armée allemande. Mais avant toute chose, avant de me lancer vraiment dans les détails sur la bataille, je vais déjà m'égarer dans des petites digressions. Il faut savoir que les Allemands ont une armée qui est relativement bien équipée, mais pour combattre au printemps, en été et en automne, pas en hiver. Par exemple, les soldats ont des bottes en cuir, mais le cuir fait passer le froid et transmet tout le froid aux soldats. Sans compter le matériel roulant qui ne résiste pas. D'ailleurs, pendant l'hiver et à la fin de l'automne et au début du printemps naturellement, les soldats étaient obligés de faire des feux sous leurs véhicules pour que les moteurs acceptent de démarrer. Donc il faut se rendre compte, c'est un problème évidemment qui n'arrivait pas aux Russes. Alors, point de vue armes en vitesse, j'ai noté quelques armes qui pourraient éventuellement vous intéresser du côté allemand. On a le fusil d'assaut, le Sturmgewehr 43, qui va plus tard inspirer la Kalachnikov. Parce que la Kalachnikov, que vous connaissez tous et qui est une arme russe, a été créée, sa version finale a été créée en 1947. Et alors ces fameux Sturmgewehr 43, on va les dénazifier après la guerre. C'est-à-dire qu'on va les donner à différentes armées, notamment aux Yougoslaves. Mais du coup, il va falloir enlever le petit cachet avec l'aigle nazi sur le fusil. Parce que non, sinon, ça aurait pu poser problème. Et d'ailleurs, ça me fait penser, l'aigle allemand, on peut parler de son évolution à travers l'histoire. Donc, il y a l'aigle impérial, avant la fin de la Première Guerre mondiale, qui était assez majestueux. Puis l'aigle, et qui avait les ailes un peu plus tendues. Puis on a l'aigle de Weimar, qui a les ailes un peu repliées. La République de Weimar, 1919 à 1933. L'aigle nazi a les ailes complètement étendues, et c'est celui qu'on retrouve sur tous les produits de l'armée allemande et du régime nazi. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, là, quand les Allemands vont vouloir reprendre leur aigle, là, ils vont plutôt choisir une espèce de grosse dinde à la place de l'aigle majestueux qui avait été symbole de l'Allemagne depuis 1870. Enfin, je m'égare. Comme fusil, on peut compter aussi le Mauser K98, qui est un fusil classique, l'équivalent de la carabine américaine M1, ceux qui connaissent. Alors, point de vue pistolet, c'est là que ça devient intéressant, on a les fameux Parabellum. Alors, ça vient d'une citation latine qui dit si vis pacem parabellum, avec l'accent latin. Donc, si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors, ces pistolets, ce sont le Luger, produit jusqu'en 1942, et que si vous voyez un film de guerre, tous les soldats américains rêvent de ramener un Luger à la maison. C'est le pistolet emblématique. Il sera remplacé par la suite par le P38, qui était moins onéreux à produire. Puis on a encore une arme allemande qui va peut-être vous intéresser, c'est la MG42. C'est une mitrailleuse qui pèse 11 kg, et c'est la meilleure mitrailleuse de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'un seul homme peut la transporter et la manier, alors que dans toutes les autres armées, il faut 2 hommes pour une mitrailleuse. Et en fait, c'est tout bête, cette mitrailleuse a été conçue parce que le traité de Versailles interdisait à l'Allemagne d'avoir des mitrailleuses lourdes.
traité de Versailles de 1919. Donc les Allemands ont dû développer ce système de mitrailleuses légères, et celle-ci a fait des ravages dans les différentes armées qui, 20 ans auparavant ou 25 ans auparavant, avaient imposé le traité de Versailles. Point de vue véhicule, maintenant il faut savoir que l'armée allemande était essentiellement hippomobile. C'est-à-dire qu'on a toujours l'image des colonnes de camions qui entrent dans les villes, etc. Mais c'était juste l'avant-garde qui avait des camions Opel. La plupart du matériel était tiré par des chevaux. Puis on a aussi les chars d'assaut. D'ailleurs, si la perspective d'un homme qui a servi dans une unité de chars d'assaut vous intéresse, je vous conseille la lecture, je n'ai pas cité le titre au préalable, de August von Kageneck, qui a écrit La guerre à l'Est. C'est un livre assez intéressant. Maintenant, je ne vais pas m'attarder trop sur l'équipement russe, mais il faut savoir que ce qui a probablement sauvé l'armée russe, c'est le bonnet, cette fameuse chapka. Parce que les soldats russes, en plus d'avoir des bottes fourrées et des manteaux en grosse laine, portaient des chapkas avec des protège-oreilles. Comme ça, ils avaient moins froid que les pauvres soldats allemands qui avaient des petits bonnets où les oreilles n'étaient pas du tout protégées et qui avaient très froid au cerveau, à la tête. Alors, point de vue arme russe, bon, je vous ai dit, la Kalachnikov arrivera en 1947, dans sa version actuelle. Sinon, on a le pistolet Tokarev, c'est un pistolet à 8 coups, le type d'arme russe increvable. Et puis, on a aussi, c'est une arme intéressante que vous verrez sur la plupart des dessins ou des photos de soldats russes, c'est le PPSH-41. PPSH-41, qui avait un chargeur circulaire. C'est le chargeur circulaire qui fait sa particularité. 71 cartouches, ce chargeur. Et puis, point de vue véhicule, bon, le véhicule le plus important, c'est le char d'assaut russe, le T-34, qui était considéré comme le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Alors, maintenant, nous en revenons un peu à notre histoire militaire générale, après avoir fait un petit détour par l'armement. J'espère ne pas vous avoir perdu au passage. Donc, l'idée d'Hitler, c'est de prendre évidemment Leningrad, qui est plus au nord, puis Moscou, et de descendre en bas, vers le Caucase. Parce que dans le Caucase, il y a des céréales et surtout du pétrole. Les champs pétroliers, c'est ça qui intéresse Hitler. Et donc, en lançant ses armées vers le Caucase, il en profite pour attaquer Stalingrad, qui est à peu près sur le chemin. Stalingrad, qui est une bataille qui se soldera par 750 000 morts militaires, des soldats, et 250 000 morts civils. Donc 1 million au total. Et c'est là que je me suis dit, en lisant ces chiffres, mais si ça se passait comme chez Dorgelès, dans Le Réveil des morts. Donc, à un moment, les morts sortent de terre. Évidemment, Dorgelès, c'est un livre sur la Première Guerre mondiale, mais les morts sortent de terre. Et je me dis, mais qui, ces millions de morts, sont-ils venus hanter? Parce que on ne peut pas avoir un million de morts dans une ville, c'est tout de même inconcevable. Et si tous ces gens sortaient de terre maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Enfin, bon, je m'égare encore. Alors j'ai une citation au passage devant mes yeux de Tchoukov, le général qui commandait la 62e armée, qui tenait Stalingrad. Il a d'ailleurs été fait maréchal pendant les combats. Il disait, pour les Américains, le temps c'est de l'argent. Mais durant ces journées, donc, durant la bataille de Stalingrad, nous aurions pu dire que le temps c'est du sang. Et ça résume parfaitement l'esprit. Bon, quelques dates au passage. Donc 17 juillet 1942, les Allemands approchent de la ville. Dans leur sillage, en fait, dans le sillage des troupes allemandes, il faut savoir qu'il y a des commandos de morts qui abattent les civils, les juifs, etc., qui font une sorte de nettoyage ethnique, mais aussi des commandos scientifiques, les unités scientifiques qui vont faire des recherches archéologiques, qui vont faire des recherches physiologiques sur les gens pour démontrer que la race allemande est supérieure. Alors on en a un exemple dans la 25e heure de Géorgie, donc cet auteur roumain, où le héros en fait passe du statut de prisonnier de camp de concentration au statut d'homme de la race supérieure parce que morphologiquement il correspondrait aux caractéristiques. Enfin, ça c'est un livre que je vous invite à lire pour mieux comprendre. Et dans Little aussi, Jonathan Littell, Les Bienveillantes, là on trouve beaucoup d'illustrations
de ces recherches sociologiques, linguistiques, etc. D'ailleurs, si vous voulez avoir une vraie application des recherches linguistiques, dans l'ITEL, justement, pour certaines populations, ils se disent, bon, d'où viennent ces gens? Quelle est leur histoire? Sont-ils donc juifs? Ne sont-ils pas juifs? Sont-ils germaniques ou pas? Et au final, la décision oui ou non va faire qu'on va massacrer cette population ou pas. Alors, la ville de Stalingrad est complètement massacrée par un bombardement aérien mois d'août-septembre 1914. Le 13 septembre 1914, le général Paulus, qui commande l'armée allemande, fait hisser le drapeau à la croix gammée sur la place centrale de Stalingrad, et Goebbels prépare son gentil petit communiqué disant « Nous avons pris la ville de Stalingrad ». Malheureusement, il va devoir reporter, et le conflit va s'enliser complètement sur la rive ouest. Parce que ce que les Allemands n'avaient pas prévu, c'est qu'en détruisant complètement la ville, en la massacrant, il ne restait plus un truc debout, même si les usines ont continué à fonctionner sous les bombes, etc. Eh bien, donc c'est qu'en rasant la ville, les Russes pourraient s'installer dans les décombres et lutter. Alors, on en était... Oui, donc voilà, la lutte se passe cave par cave, maison par maison. Il y a plusieurs usines qui sont connues, hein, la fabrique de tracteurs, où on fabrique des chars T-34, qui est... Puis il y a une fonderie aussi, les aciéries. Et les Allemands, étant bloqués en plein milieu de la ville, vont amener leurs meilleures troupes. C'est-à-dire qu'ils vont dégarnir leur défense à l'extérieur de la ville, amener tous les soldats allemands, et ils vont laisser cette défense à la charge des soldats hongrois, roumains et italiens. Bon, les Hongrois et les Roumains ne peuvent pas se supporter. Donc on va mettre les Italiens entre eux. Bon, c'était pas la meilleure idée parce que ces armées étaient mal équipées, n'étaient en soi fondamentalement pas nazies. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ils étaient mal équipés, ils n'étaient fondamentalement pas nazis ni motivés par cette guerre. Et donc les Russes laissent les Allemands s'installer dans la ville, et quand les Allemands contrôlent à peu près 90% de la ville, le 19 novembre 1942, eh bien, les Russes lancent ce qu'on appelle l'opération Uranus. Et ils vont, en 3 jours, complètement renverser les défenses roumaines, italiennes et hongroises aux alentours de Stalingrad. Ils vont prendre, je pense, 45 000 prisonniers roumains en une seule journée aux abords de Stalingrad, et ils vont enfermer la ville dans ce qu'on va appeler en allemand le Kessel. Donc, on peut dire en français une poche. On va voir la poche de Stalingrad, où 250 000 à 300 000 soldats sont enfermés. Alors, les Russes réussissent leur jonction donc, le 22 novembre, et le général Paulus demande à Hitler s'il peut éventuellement battre en retraite pour essayer de se soustraire à l'encerclement. Hitler refuse, notamment à cause de Göring, qui était le ministre de l'aviation à l'époque, et Göring qui d'ailleurs était surnommé Mayer par les Berlinois, parce qu'il avait dit un jour que si un seul avion ennemi survolait Berlin, il voulait bien s'appeler Mayer. Et bon, comme quand la ville de Berlin a commencé à crouler sous les bombes, il ne s'est jamais fait appeler Mayer, qui était un nom commun comme Dupont en français. Bon, donc Göring prétend qu'il peut faire un pont. Oui, je saute toujours du coq à l'âne. Göring prétend qu'il peut faire un pont aérien pour venir sauver les soldats qui sont à Stalingrad, c'est-à-dire leur parachuter du matériel. Et il s'engage à leur parachuter 500 tonnes de matériel par jour. Bon, il n'arrivera jamais à larguer plus de 100 tonnes de matériel par jour. Et très rapidement, l'approvisionnement sera complètement coupé et les hommes qui sont emprisonnés à Stalingrad seront livrés complètement à eux-mêmes. Alors, qu'à cela ne tienne, Hitler se dit, bon, on va lancer une offensive. Et il charge le général von Manstein de rassembler des chars d'assaut et d'organiser une percée jusqu'à la ville de Stalingrad. Alors Manstein s'approche, 100 km de Stalingrad, 50 km de Stalingrad, et puis il est bloqué. Alors il envoie un message à Paulus en disant, écoutez, si vous rassemblez votre carburant, si vous rassemblez vos hommes, éventuellement, vous pouvez nous rejoindre. Et Paulus refuse. Donc l'armée est bloquée, et finalement Manstein est rejeté beaucoup plus loin par les Russes. D'ailleurs, on raconte,
on raconte, ça je tire ça de Littell, des Bienveillantes, que les soldats voient les lumières de l'offensive qui approchent, ils entendent le bruit des combats, et puis finalement, ils entendent aussi le bruit des combats s'estomper, et ils finissent par perdre tout espoir. De toute façon, il faut savoir qu'en rassemblant tout le carburant disponible, les forces de Paulus qui étaient encerclées disposaient d'une autonomie d'environ 33 km. Et les hommes étaient sous-alimentés, donc de toute façon, 33 km, 50 km, ça aurait été difficile. Sans compter qu'à la base, en fait, l'armée allemande est bien connue pour sa mauvaise diététique. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était déjà le cas. Les soldats allemands mangeaient très mal. D'ailleurs, Ernst Jünger raconte, donc l'écrivain allemand Jünger, raconte que dans la guerre des tranchées, quand les Allemands prenaient une tranchée anglaise, il y avait un commando spécial qui récupérait les boîtes de cornets de bif. Parce que, comme ça, au moins s'il fallait s'en aller, on avait récupéré quelque chose de correct à manger. Donc les assauts, c'était synonyme d'aller piquer du cornet de bif chez les Anglais, et puis bon, si on pouvait rester dans la tranchée, on y restait. Si pas, on avait au moins un peu de nourriture convenable. Il y a eu d'autres problèmes matériels, évidemment, aussi. C'était que, vu la pénurie de métaux, enfin d'acier plutôt, les Allemands ont commencé à fabriquer leurs objets en fer. Donc tout ce qui était gourde, etc. Et évidemment, quand votre eau reste quelques jours dans votre gourde en fer, le fer rouille et ça donne très mauvais goût et c'est assez désagréable. Donc ça, point de vue matériel, les Allemands ont eu beaucoup de soucis. Alors, tant que je suis en plein dans les combats de Stalingrad, on pourrait éventuellement parler de personnes qui ont marqué ces combats. Et je pense à ce soldat sur lequel on a fait un film il y a quelques années, c'est Vassili Zaïtchev, qui était un tireur d'élite russe qui aurait abattu, selon les sources, entre 250 et 500 soldats dans la ville de Stalingrad. Et bon, ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller télécharger le film ou le louer, ou n'importe. Mais là-dedans, on peut en venir à parler de Stakhanov, Alexei Stakhanov. Parce qu'en fait, le cas de Vassili Zaïtchev, c'est typiquement du stakhanovisme. Stakhanov, c'est cet ouvrier qui, en une journée de travail, aurait extrait 14 fois la norme de charbon qui était prévue. Parce qu'en Union soviétique, on fonctionnait selon des normes. Même s'il s'agissait de faire tenir une grue droite, il y avait une norme. Et donc, il fallait remplir sa norme à 100%. Et Stakhanov aurait dépassé cette norme, il aurait extrait 14 fois la quantité de charbon qu'il devait extraire. Et ce genre d'exemple était repris par les soviétiques pour glorifier le modèle soviétique et pour encourager les travailleurs à travailler plus, globalement. Donc ça a reçu le nom de stakhanovisme. Et je trouve que l'exemple du tireur d'élite Vassili Zaïtchev est tout à fait pertinent quand on parle de stakhanovisme. Alors, je reprends où j'en étais dans l'histoire. Manstein est bloqué, il est obligé de reculer. Et la 6e armée allemande, emprisonnée dans Stalingrad, se prépare à passer un hiver assez pénible. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une scène assez touchante chez Littell, encore, Jonathan Littell, où le héros rencontre des soldats croates qui sont réfugiés dans des caves avec des rats et qui ont dessiné un sapin de Noël avec un morceau de charbon. Ils ont dessiné leur sapin de Noël et ils fêtent Noël sans approvisionnement. Parce qu'il faut savoir que les soldats avaient 50 grammes de pain et 20 grammes de sucre par jour. À la fin, c'était tout ce qu'il leur restait, 50 grammes de pain, 20 grammes de sucre. Donc c'est pas énorme pour survivre. Et oui, autre chose, c'est que l'avantage de la logistique allemande, en partie, c'est qu'elle était hippomobile, donc tractée par des chevaux. Autrement dit, quand tous les chevaux ont commencé à tomber comme des mouches, ça a été les premières victimes. Les soldats allemands les ont mangés. Et au début du siège, quand les Allemands pensaient ne pas rester trop longtemps, ils mangeaient les parties comestibles du cheval. Et puis, au fur et à mesure, ils sont allés déterrer les restes des chevaux. Et ils ont mangé tout ce qu'ils n'avaient pas mangé du premier coup, comme ça avait été congelé tellement il faisait froid. Et ils en ont profité pour remanger une deuxième fois tous les restes qu'ils avaient abandonnés. C'est ainsi que lorsque les Russes
sont entrés dans Stalingrad, après la reddition des soldats allemands, ils ont trouvé des montagnes de sabots de chevaux, parce que c'était tout ce qui restait, ce qui n'était pas comestible. Donc ça aussi, je pense à ça, le problème pour les Allemands, c'est qu'ils avaient rasé la ville. Donc forcément, quand ils se sont retrouvés encerclés et acculés dans la ville, il n'y avait plus un seul endroit où se placer, il n'y avait plus un seul endroit où s'abriter. Tout était exposé, ouvert à tous les vents. Donc c'était une bonne erreur stratégique de leur part d'avoir rasé la ville au mois de août-septembre 1942. Finalement, les combats vont se poursuivre et la ville va se rendre le 31 janvier. En tout cas, le maréchal von Paulus va se rendre le 31 janvier 1943. Le problème, c'est qu'il avait été nommé Feldmaréchal la veille par Hitler. Alors, Feldmaréchal, c'est le plus haut grade qu'on pouvait avoir dans l'armée allemande. Ça correspond à Field Marshal dans l'armée britannique, comme c'était le grade que portait Montgomery. Ça, c'était son grade, donc il était Field Marshal. Et normalement, un Feldmaréchal ne se rend pas. Donc Hitler s'attendait à ce que von Paulus meure en quelque sorte au combat. Mais Paulus s'est rendu. Et on raconte d'ailleurs l'anecdote suivante, c'est que quand il est arrivé au quartier général de Tchoukov pour se rendre de manière officielle, il est arrivé, il a levé le bras pour faire un salut nazi, et puis il s'est dit « Ah non, non, ça ne passe pas ». Et donc du coup, il a simplement tendu la main à Tchoukov. Et les derniers éléments de l'armée allemande qui sont encerclés à Stalingrad vont finalement se rendre le 2 février. Ils étaient retranchés dans la fabrique de tracteurs. Alors, le 2 février, la Russie compte donc 91 000 prisonniers, 91 000 survivants de Stalingrad. Certains d'entre eux vont rester en Russie jusqu'en 1954. Mais la plupart d'entre eux vont pouvoir rentrer chez eux en 1948-1949. Et il faut savoir que sur ces 91 000 soldats prisonniers, il n'y en a que 6 000 qui vont pouvoir rentrer chez eux. Même entre 5 et 6 000. Ça fait un taux de mortalité de près de 95% pour les prisonniers. Il n'y a que les officiers supérieurs qui ont été plus ou moins épargnés. Là, ils n'ont eu un taux de mortalité que de 5%. C'était vraiment épargné quand on compare aux 95% de la troupe. Et alors, il faut savoir, puisque je parle de prisonniers, que les Russes qui avaient été emprisonnés par les Allemands, ou par les Roumains, ou les Italiens, ou n'importe quel autre allié des Allemands, eh bien, quand ils réussissaient à réintégrer les lignes russes, ils étaient soit fusillés, soit envoyés en Sibérie. Et ça va être le cas de Ivan Denisovitch. Donc, on connaît tous le livre Une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn. Ce type se retrouve globalement dans un goulag parce qu'il a été prisonnier des Allemands, qu'il s'est échappé, qu'il a rejoint les lignes russes pour continuer le combat, et finalement Staline ne lui fait plus confiance, ou le système politique ne lui fait plus confiance, donc il se retrouve condamné aux travaux forcés en URSS. Qu'est-ce que ça va changer Stalingrad au point de vue de la propagande? Bien, chez les soviétiques, évidemment, c'est la grande victoire patriotique. Et chez les Allemands, il va y avoir un changement. Déjà, le 18 février 1943, au Palais des Sports à Berlin, Goebbels proclame ce qu'on appelait la guerre totale. Donc il a demandé à 14 000 sympathisants nazis complètement fanatiques, il leur a hurlé « Est-ce que vous voulez la guerre totale ?» Et tout le monde a hurlé « Oui ». Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et puis, encore après, quand l'armée allemande va être complètement enfoncée, là, les nazis vont devenir le mur de protection contre les hordes de sous-hommes bolcheviques. Et là, ils vont essayer de s'allier avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, en disant, mais écoutez, on est la seule protection. D'ailleurs, jusque tard, en 1945, certains nazis vont croire que finalement, les Américains vont rejoindre leur rang pour lutter contre les Russes. Mais évidemment, tout le monde connaît la suite de l'histoire, pas besoin de s'attarder là-dessus. Alors, un problème aussi que j'ai oublié de mentionner, et ce serait bête parce que c'est mon livre préféré qui en parle, c'est l'armée du Caucase. L'armée du Caucase, c'était l'armée qui filait vers les champs de pétrole à Bakou notamment, c'est en Azerbaïdjan actuel, je pense.
cette armée qui filait vers les champs de pétrole a dû faire marche arrière. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils étaient les plus éloignés de l'Allemagne, et quand Stalingrad est tombé, pour ne pas être eux-mêmes pris en tenaille, ils ont dû faire marche arrière. Et ça a donné un très beau livre qui s'appelle Le Reflux. L'auteur, c'est Wolfgang Part. Et je vous conseille de le lire. C'est assez triste comme histoire. C'est l'histoire de ces soldats qui font demi-tour et qui retraversent tous les territoires qu'ils avaient traversés glorieusement dans leur avance. Alors maintenant, j'ai parlé un peu des grands événements, etc. Et je vais peut-être m'atteler dans les dernières minutes de mon discours à donner un visage plus humain à la chose. Parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de parler à l'heure actuelle pour rencontrer des gens qui ont vécu ça. Par exemple, du côté de ma fiancée, son grand-père vient de Belgique de l'Est, il a changé 6 fois de nationalité au cours des combats, puisque chaque fois que les Allemands revenaient, ils plantaient le drapeau nazi, forcément, au milieu de la place, et les habitants n'étaient pas mécontents. Sauf quand les Américains se sont installés définitivement et que les habitants ont chassé l'instituteur nazi à coups de pierre. Mais bon, c'est des histoires intéressantes. Ou par exemple, un de mes profs d'histoire m'avait raconté que son père, qui était emprisonné dans un stalag, donc les camps pour prisonniers belges et français de la Deuxième Guerre mondiale, fouillait l'avance des Russes, parce que les prisonniers belges dans les stalags fouillaient l'avance des Russes aussi, et finalement il est tombé sur une troupe de soldats allemands qui avaient le même accent que lui. C'était la Légion Wallonne SS. Puis, la grand-mère de ma fiancée aussi, elle venait de Silésie, en Allemagne, et ils ont dû traverser toute l'Allemagne à pied, enfin la Silésie, puis l'Allemagne, etc., pour finalement atterrir à Cologne. Enfin, j'ai plein d'autres histoires comme ça à vous raconter, et je suis sûr que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, s'ils vivent toujours, ou vos parents peut-être, ont des histoires semblables. Et je pense que c'est important pour nous de les noter, de les écrire, de les retenir, parce qu'on est la dernière génération de personnes qui auront connu ces gens-là, qui auront été des témoins directs de ces événements, et au final, quand nos enfants nous poseront des questions, ce sera intéressant qu'on puisse leur répondre. Et surtout, au vu de la montée des populismes en Europe, comme on a pu le voir, par exemple, aux dernières élections. Voilà, j'espère ne pas vous avoir achevé, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ça va la fille de Jean-Mathieu. Du nouveau, oui. Bah oui, je me pencherai sur la question. Excellent.